Pour être comédien, il faut être son propre metteur en scène. À l'époque, je voulais devenir Burt Lancaster, Kirk Douglas. J'aime bien commencer quelque chose sans savoir où est-ce que je vais aller avant. Bonjour à tous, je suis Marnie Duhart, fondatrice de jesuiscomédien.com, le site destiné à tous ceux qui se passionnent pour le spectacle vivant et l'audiovisuel. Ce sont des domaines que je connais bien parce qu'à la maison, nous sommes une famille d'artistes. J'ai un fils réalisateur et un autre régisseur lumière et pour ma part, je dirige ma compagnie théâtrale depuis une quinzaine d'années. Alors le Festival d'Avignon Off, les programmations, la communication pour se faire connaître, l'administratif de la compagnie, le site web, les réseaux sociaux, les relations presse et j'en passe. J'ai tout un tas d'astuces à partager avec vous, des galères aussi bien sûr, des succès et puis surtout des rencontres. Dans ce podcast, ce sont eux les invités que je vais recevoir. Ces gens que j'apprécie, qui me passionnent et qui vont partager avec vous des conseils pour vous aider à vivre votre passion à 300%. J'ai choisi de faire ce premier entretien du podcast jesuiscomédien.com avec le comédien Eddie Del Pino. Déjà parce qu'il est super talentueux et puis aussi parce que c'est quelqu'un que j'adore. Normal, pour un début, j'avais envie de me mettre à l'aise. Bon, j'ai bien pris mes aises pour ne rien vous cacher, parce qu'on a parlé métier et refait le petit monde du spectacle pendant des heures. Du coup, ça n'a pas été facile à condenser pour vous faire écouter. J'espère que cet épisode vous plaira et qu'il vous sera utile, surtout comme cette rencontre avec Eddie l'a été pour moi. J'avais envie qu'il nous explique quelle est la vie d'un comédien en région qui parvient à vivre de son métier sans être catalogué dans un registre unique, et puis surtout en ayant toujours une actualité très riche, que ce soit sur scène, en tournage, dans des interventions en entreprise, mais aussi à la mise en scène ou à la réalisation. J'ai donc la lourde tâche de vous condenser Eddie Del Pino. Alors en introduction, si vous ne le connaissez pas, je dirais que vous avez tout de même sûrement entendu parler de lui, en 2016, à l'occasion d'un buzz. Souvenez-vous, l'histoire d'une commune en Bretagne qui cherchait un médecin et d'un comédien qui interprétait un faux druide. Ça s'est propagé sur toutes les chaînes d'infos. Une commune bretonne cherchait un médecin. Elle a finalement fait appel à un druide. La Roche-des-Riens, dans les Côtes-d'Armor, est touchée comme de nombreuses petites villes françaises par la désertification médicale. Gwen Maël, c'était le nom de ce faux druide. Alors j'avais envie qu'Eddie nous raconte cette expérience de comédien hors du commun, lui qui est connu pour travailler très en détail et en costume chacun de ses personnages. Toi, au moment où on te propose ça, t'adores, j'imagine ? Ah bah oui. En te connaissant, et puis tout de suite, ça va vite. C'est-à-dire que tout de suite... Alors on me dit, voilà, on va vous engager. Est-ce que, voilà, au départ c'était le vouvoiement, maintenant c'est devenu le tutoiement. On est devenus tous des amis là-dedans. J'ai construit ce personnage-là en ping-pong avec Lionel Dartman, qui était d'accord avec toutes les propositions que je pouvais lui faire. Et notamment, je lui dis, bon, alors moi je vais venir le jeudi, viens avec la caméra, parce que d'entrée de jeu, je serai habillé. Voilà, donc je suis arrivé, toujours parce que je voulais tester ta fameuse culture du personnage. Voilà, et puis surtout être en test déjà, notamment en allant à la gare, habillé avec ce personnage qui était quand même haut en couleur. Ah, c'est clair. Mais il y a des gens comme ça, qui existent comme ça. Je ressens tellement cette terre, ce besoin de m'ancrer ici que je vais faire tout pour qu'on m'accepte. Saloperie de Piaf. Moi, ma référence pour ce personnage-là, alors ça y est, c'est intéressant de savoir ça. Quelle était ta référence ? Ma référence, c'est comment. Ah là, ça y est, son nom va m'échapper. C'est une personne qui travaillait sur France 3, qui est toujours là, qui est scénariste de bande dessinée, qui travaille sur le monde celtique, qui invente des histoires sur les elfes, tout ça. D'accord. Oui, donc c'est pas une référence burlesque au passage, en fait. Oui et non, c'est-à-dire qu'il est très haut en couleur, il est dans la vie, il est presque comme visuellement, je l'ai vu moi avec des grandes chemises, des trucs en cuir, des jambières, c'est un peu. Et puis il y avait un petit peu du côté Francis Lalanne là. Ah oui, voilà, très bien. qui se balade avec ses jambes. Là. Donc c'est un petit peu ça. Alors je crois que c'est précisément maintenant qu'il faut que je vous parle de la cave d'Eddie. Et il se trouve que cette cage est assez grande, donc j'ai ramené beaucoup de choses. Oh, c'est magique.
Bah, tu vois, j'ai hérité de costumes et de mannequins. Ça, c'est la compagnie Légitime Folie qui m'a fait ces mannequins. Ils sont un peu... D'accord. Ah, Légitime Folie, c'était une compagnie enfant, c'est Ouais, ça hein voilà, qui faisait qui des menait choses voilà, extraordinaires. avec ouais. Vincent Burlot, Blandine Jet, Ouais, Hélène très bien, Jet, très bien. et Tout ce que tu as. J'ai eu la grande surprise de découvrir une caverne d'Ali Baba un peu à l'image de la carrière d'Eddie, c'est-à-dire très bien remplie. Et tellement bien remplie que je ne sais pas comment vous donner à écouter tout ce dont nous avons parlé. Alors je vais essayer de faire des chapitres. Pour commencer, on a parlé de ses origines. On a mangé un plat typique de sa famille. C'est bon, mais ça c'est un plat espagnol, non? C'est les plats espagnols, mais comment dire? Tu sais, c'est les plats de famille, quoi. Mhm. Souvent, c'est lié à. Tu peux avoir des restes de pâtes, des choses comme ça. Tu fais ton petit frusti et c'est des gratins. Et puis il a chanté aussi. Un borriquito como tú, que no sabes ni la ho. Un borriquito como tú, yo sé más que tú. Je vous replace cette comptine traditionnelle espagnole dans son contexte. J'avais demandé à Eddie de nous réciter l'un de ses exercices de diction préférés. En la tripa, eso dicen todos, en la tripa como si la tripa fuese un bolsillo. ¿Quiere usted asomarse a la herida para ver lo grande que es su famosa tripa? Un borriquito como tú. J'avoue que c'est aussi pour ces moments de détente que j'ai créé ce podcast parce que j'ai beaucoup d'affection pour les artistes qui créent du divertissement qu'on dit populaire. Ceux qu'on appelle les amuseurs et qui sont souvent les mal-aimés du métier, comme si faire rire n'était pas assez noble. D'ailleurs, on a parlé de cet aspect un peu réducteur de la comédie. Nous, en France, on a un petit peu ce côté-là, c'est de mettre des étiquettes aux gens. Ouais. Tu vois, moi, j'aime bien le burlesque, le visuel, m'amuser sur la comédie, mais je fais pas que ça. C'est pas parce que j'adore faire poète voilà, je fais que poète dans la vie. J'allais dire le clown, la base du clown, c'est le drame. Bien sûr, le clown triste et le clown joyeux. Et quand tu as interprété du drame, quand tu mets en balance avec de la comédie, Alors, est-ce que tu as une préférence? J'allais faire un jugement qui va peut-être faire bondir certains, mais pour moi, le drame est plus facile que la comédie. Je parle par rapport scéniquement, par exemple. Quand on est dans le registre de la comédie et dans le registre du drame, le drame, ça, on n'entend pas. On peut le percevoir. On peut avoir quelques mouchoirs bruyants, mais sinon, ça ne s'entend pas. La comédie, il y a le rire en face. Et s'il n'y a pas de rire... bien sûr. Là, dur, en revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'un comédien comme toi, qui est un comédien qui a un jeu toujours très fort, enfin très fort, pas trop fort, bien sûr, mais qui a un jeu assez fort, c'est intéressant de t'entendre dire que le drame, malgré tout, ne t'a pas paralysé et que tu l'as trouvé somme toute assez simple, parce que le drame, ça n'est jamais l'absence de jeu, mais c'est bien souvent, pour le coup, en effet, quasiment un non-jeu, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement sobre, d'extrêmement c'est un jeu ressenti. Beaucoup plus intérieur. C'est ça. En tout cas, moi, quand ça s'opère chez moi, c'est retenir les chevaux. C'est un bouillonnement qui est le même, je comprends. Une rythmique forte, mais plus intérieure. Oui. Qui dégage moins, mais qui dégagera forcément. J'aime bien cette idée de retenir les chevaux. C'est une excellente image, en effet. Qui dégage moins dans le corps. On a beaucoup échangé autour des techniques de jeu avec Eddie parce qu'il a une solide expérience, y compris en tournée à l'international, notamment avec la compagnie Fiat Lux. Une compagnie qui est spécialisée sur les spectacles visuels, burlesques. Ils font d'autres spectacles dans un autre genre, mais quand même essentiellement ça. Et qui nous a permis de tourner en France beaucoup, mais beaucoup à l'étranger. Les pays anglo-saxons, les pays... Donc là, on était sur du muet, en fait, c'est ça? On était sur du spectacle, d'accord. C'est des spectacles qui allaient partout dans le monde, en fait. Cite-nous les pays. Moi, il y a des pays que je n'ai pas fait, mais il y a des pays que la compagnie a fait, l'Australie, certains endroits en Afrique, l'Amérique du Sud... c'est impressionnant. Moi, je suis allé, le plus loin que j'ai fait, c'est la Corée du Sud. Tout de même. Oui, sinon j'y serais encore. Je ne suis même pas certaine que tu aurais pu jouer. Oui, tu crois que tu aurais joué ton spectacle? Je ne suis pas certaine. Mais... Alors, donc toi, le plus loin, c'est l'Asie, sinon beaucoup l'Europe. Tu m'as parlé de l'Écosse. Ouais, j'ai fait pas mal. On a fait pas mal l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande. L'Allemagne, beaucoup d'endroits en Allemagne. Les anglo-saxons, la Hollande. Tu les appréhendais un peu? Je les adore.
Oui, parce que eux, dans c'est le des burlesque, maîtres du rire. c'est leur... Justement, ils lisent tout. Ouais. C'est-à-dire que, nous étions 7 sur scène sur les différents spectacles. Chaque comédien, chaque artiste, il y a des gags, et il y a des gags qui ne peuvent pas se lire partout. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un gag principal, et il y a des petits mini-gags à côté, à droite, à gauche, et certains captent, etc. Mais eux, ils lisent, bizarrement, ils lisent tout. Eddie m'a beaucoup parlé des influences anglo-saxonnes et américaines qui ont bercé sa jeunesse à travers des programmes télé, la musique, au point de rêver lui aussi de devenir un jour un artiste. Bon, du coup, j'ai eu envie de savoir comment lui était précisément venue cette vocation. J'ai commencé à vouloir être... alors je l'appelais peut-être pas acteur, mais en tout cas d'être sur scène par jalousie. Voilà. Vas-y, Par raconte-nous. jalousie, parce que j'étais allé voir, donc j'avais 6 ans, et j'étais allé voir mon frère qui avait donc 5 ans, D'accord. qui se produisait avec son école maternelle. Ouais, c'est ça, puisque 5 ans, une session, je crois. En tout cas, c'était son école maternelle. Et donc, il jouait spectacle pour enfants, spectacle de fin d'année, d'école maternelle. Et il jouait, je me souviens, un curé. Et tout ce bruit, ces lumières, je l'ai encore en souvenir, hein, les différentes couleurs aussi, puisque c'est des spectacles avec beaucoup de couleurs. Et surtout, mes parents aux anges, Bien sûr. applaudissant, Bien sûr. tout ça. Tout a donc commencé par une histoire d'orgueil d'un petit garçon et puis aussi par les rêves d'un collégien. Les prémices du théâtre, en fait, c'est parce qu'en fait, il y a des comédiens. Je suis de Saint-Malo, moi. Oui. Donc, il y avait des comédiens qui faisaient des interventions dans les collèges. Moi, c'est par ça que j'ai découvert que ça pouvait être un métier. Donc, tu as un comédien qui vient dans ton école et qui présente son métier. Loïc Frémont et puis François Gabriel. J'allais dire surtout. Parce qu'en fait, François Gabriel, je l'ai retrouvé après. Et je l'ai retrouvé au collège, je l'ai retrouvé un peu plus tard en amateur. Oui. Et un peu plus tard en professionnel. Il m'a mis en scène. Et ensuite, on a joué ensemble. Eddie a donc choisi de faire le conservatoire théâtre qui lui a appris très jeune la grande variété des genres dans lesquels un comédien peut s'épanouir. Au moment de ta formation, on vous apprend sciemment qu'il y a un jeu cinéma, qu'il y a un jeu théâtre. Voilà, c'est quelque chose qu'on vous apprend. Déjà, on a plusieurs professeurs. Enfin, moi, j'ai eu plusieurs professeurs. Parce qu'on sait bien qu'il y a plusieurs genres dans le théâtre, plusieurs genres dans le cinéma. Bien sûr. Alors, dans le cinéma, c'était même plus compliqué parce qu'il n'y avait qu'un seul professeur, d'avoir plusieurs... il y en avait qu'un seul, puis c'est histoire de budget, etc. Oui. Mais bon, il nous expliquait bien certaines choses. Et au théâtre, moi j'avais un professeur de comédie dell'arte, un professeur qui était plutôt sur le jeu classique, et puis lié pas mal à la mise en scène, nous mettre en scène et faire mettre en scène, parce qu'il fallait qu'on découvre aussi quel métier on souhaitait développer dans cet art qu'on engageait. Est-ce qu'on peut... Parce que moi je suis comédien, mais je suis aussi metteur en scène. Bien sûr. Et ça je le revendique très souvent, parce que je travaille aussi en metteur en scène ou en troisième œil, parce que tout ça se développe. Il y a plein de... En fait, dans ces métiers-là, il faudrait en parler plus longuement, parce que c'est un générique quand on est comédien. Demandez à un comédien de vous parler de son métier, de tous les projets qu'il fait sur une année, et vous allez vite comprendre que la conversation va être très riche et surtout très longue, parce qu'il interprète des dizaines de personnages et dans des situations très différentes. Les plus expérimentés font le Festival d'Avignon, sur scène et aussi dans la rue pour faire la promo du spectacle. Moi, ma première parade, c'était pour la compagnie Fiat Lux de Saint-Brieuc. Oui. Bon, j'ai eu la chance, encore un truc on parlait de la chance des déclencheurs. C'est vrai. Là, c'était en 92, pratiquement à la sortie du conservatoire. Et je jouais dans un spectacle qui s'appelait Garçon à Kir, qui a remporté un succès. D'accord. Et Garçon à Kir, on jouait des garçons de café. Ouais. Donc, nous étions 7, avec un chef de rang. Et la parade a été très simple, c'est des parades très simples. C'est génial, des garçons de café dans la rue. 7 garçons de café avec un kir sur un plateau. Super. On était à la queue leu Ouais. et on suivait des gens. Ça a dû Et cartonner. les gens voyant ça faisait rire. Et la personne qui était suivie, quand elle découvrait qu'on c'est un classique du clown, bien sauf sûr. que là, il était multiplié par 7. Et on faisait le même geste, et les 7 lui proposaient, quand il se retournait, 7 kirs, quoi. En fait, une année de comédien, c'est un minimum de 507 heures d'aventure.
Il faut faire 507 heures. Ouais. Oui, alors, on a 507 heures c'est bien que tu parles de ça. C'est bien parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Donc on a 507 heures de spectacle. Ouais. Celui là-dedans, les cachets, c'est des histoires de cachets à faire. C'est pas des cachets de répétition et de cachets scènes de spectacle. Et on a ça a toujours été les 507 heures ou ça a évolué au fil du temps, ça? Alors, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Après, il y a eu des changements, on a perdu certaines choses qui étaient considérées soi-disant comme aujourd'hui on nous parle de privilégiés, c'est soi-disant des privilèges qu'on a perdus. Enfin bref, mais c'est à peu près ça. On avait 507 heures à faire. On n'est pas obligé de faire de la langue de bois, hein. T'as le droit de dire ce que tu penses. Non, parce qu'en fait c'est un peu compliqué, on va commencer à rentrer dans des détails, on pourrait presque faire une émission autour de ça en fait. C'est pour ça que donc, tu gardes ça dans un coin de ta tête. Voilà, on fait un débat un jour là-dessus, voilà, d'accord? Il faudrait faire des techniciens d'intermittence. Mais on a 507 heures à faire. C'était juste pour faire un parallèle, c'est-à-dire que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, quand j'ai commencé, je travaillais à peu près... j'ai eu beaucoup de chance, je les ai eus assez rapidement parce que j'ai travaillé avec notamment une compagnie assez importante avec laquelle je faisais presque mes 507 heures. Disons que dans l'année, j'étais sur 3 compagnies à 507 heures. Voilà. Donc tes 500 heures, en gros, enfin 507, tu les faisais essentiellement avec la scène. C'est bien ça, hein? Oui, j'avais quelques tournages qui se rajoutaient à ces 507 heures-là, mais même encore aujourd'hui, la plupart, même si je tourne beaucoup, c'est quand même le théâtre qui me fait vivre principalement. L'évolution depuis ces 30 ans, je vais dire que depuis 10 ans à peu près, même un peu, une dizaine d'années, moi je travaille plus, non pas avec trois compagnies pour faire 507 heures, mais, et le chiffre est important, au moins 17 compagnies. 17 compagnies différentes sur une année. Oui, vous avez bien entendu, 17 compagnies différentes. Et ça, c'est grâce aux nouvelles formes de théâtre qui sont apparues ces 15-20 dernières années. Alors j'explique ce que c'est que l'événementiel. Il y a plusieurs strates. Bien sûr. Et il y a l'événementiel qui est lié, on parlait de parade un peu plus tôt. Ça peut être un travail sur lequel je suis rémunéré, c'est-à-dire de créer des parades pour un événement, des événements de festival, des choses comme ça. Donc là, tu es dans la mise en scène même Ouais, déjà, c'est la mise en scène. Et je peux participer en tant qu'acteur dans la parade, par exemple. Je peux, toujours dans cette histoire d'événementiel, être avec des compagnies qui répondent à des associations sur certaines thématiques. Je citerai la compagnie du Cri Porteur, par exemple, avec qui je travaille. Je l'avais en tête. Voilà, qui fait des événements. Bien sûr, on a évoqué le mariage théâtre-entreprise qui se pratique de plus en plus à des fins de divertissement déjà. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui, par le biais de séminaires, veulent du spectacle. Je dis bien veulent du spectacle. On ne fait pas du théâtre forum, qui est une autre forme. Bien sûr, théâtre forum, où on exécute un sujet traité par rapport à l'entreprise, au sein de l'entreprise, un problème, un truc comme ça. Non, là c'est vraiment un texte, un scénario écrit pour le théâtre. Eddy pratique également ce qu'on appelle le théâtre forum en entreprise. Il s'agit de véhiculer un message, de former à la communication verbale ou de mettre en scène des situations de la vie entrepreneuriale. Moi, je travaille beaucoup, par exemple, pour des entreprises qui veulent faire passer l'information sur le comportement, je vois bio là par exemple, mais qui est lié aussi au recyclage. Donc si on a des messages à faire parvenir, éco-responsables. Voilà. Donc ils font appel à des comédiens, des artistes pour diffuser des informations, des messages. Très concret sur le travail d'une compagnie qui fait de l'événementiel, parce que après tout, il y en a peut-être certains que ça intéresse, soit en tant que comédien d'y participer, soit voire même créer leur compagnie. Une compagnie qui fait de l'événementiel, elle a donc comme commanditaire des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, tu me dis. Voilà, alors il y a aussi des compagnies qui sont dans ce qu'on appelle dans le terme de l'animation. Ça peut être aussi dans l'animation, donc ça veut dire aussi les entreprises, les CE d'entreprise. D'accord. Voilà. D'accord. Et alors ça peut être lié. C'est vaste, parce que moi je travaille avec aussi une agence d'événements qui m'engage pour des spectacles. Je tourne un spectacle pour enfants, par exemple, souvent en période de Noël. Cette agence-là travaille beaucoup pour des spectacles à la période de Noël, mais ça peut être aussi
pour des entreprises qui souhaiteraient avoir quelque chose pendant leur repas. Moi, je fais du faux serveur, par exemple, entre comédiens. D'accord. Je fais du faux serveur, c'est-à-dire c'est du théâtre invisible. Ouais. Les gens ne savent pas, ils viennent manger, ils ont un repas d'entreprise, par exemple, Ok. et ils savent pas que parmi les serveurs, il y a un ou plusieurs comédiens D'accord. qui font au cours du repas des choses un peu étranges, un peu décalées, et voilà, on est engagé pour faire ça. C'est juste pour dire que aujourd'hui, c'est très vaste. Se sont développés par rapport aux jeux d'acteurs des choses auxquelles je n'avais pas pensé, qui sont liées d'ailleurs, c'est presque des parents proches du théâtre de la rue. Et puisqu'on parlait entreprise, on a évoqué ce format bien particulier qu'est la publicité. Il y a une forte demande de pub burlesque visuelle ou à gag. Oui. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et on revient à ces personnages que tu adores, Et bien proposition sûr. de personnages. Et très souvent dans mon travail vers lequel je vais et que j'aime faire, c'est la possibilité de certains réalisateurs que ces réalisateurs me prennent pour qui je suis et me laissent une liberté aussi de proposition. Mais pour autant qu'Eddie est une expérience très significative de l'institutionnel, il n'en oublie pas ce qui est son cœur de métier, c'est-à-dire la création artistique scénique ou audiovisuelle. Et ce que je trouve très intéressant dans son parcours, c'est l'aisance avec laquelle il alterne spectacle vivant, on l'a vu, mais aussi cinéma, qui tient d'ailleurs une grande place dans sa vie d'artiste. Tu vois, moi, ça fait 30 ans maintenant que j'ai commencé en pro. En pro, je dis bien parce que j'ai commencé avant en amateur. Et je m'étais toujours dit d'essayer de tourner deux. Je visais 3 courts-métrages au moins par an. Eddie a largement réussi son objectif puisqu'aujourd'hui, il tourne 10 à 15 films par an. Quand je parle de films, je mets tout dans la besace, c'est-à-dire c'est des films des premiers films, des films d'étudiants, des films, mes propres films, puisqu'on fait nos films sous l'étiquette d'un film un jour. Je lui ai demandé de nous en dire un petit peu plus sur ce collectif avec lequel il tourne ses projets personnels. Les premiers films sous l'étiquette Un film un jour, c'était il y a 15 ans. Wow. Parce qu'il y a eu d'autres films avant qui ne s'appelaient pas Un film un jour, mais sous à peu près le même principe. Bien sûr. C'était l'histoire de se dire, on essaie de se réunir une journée, un week-end, ensemble, de se dégager. Et c'est compliqué, ça. Ça, c'est compliqué quand même. Parce qu'il y a toujours un truc, évidemment. Combien de personnes gravitent autour de ce projet ? Très souvent, alors pour les films actuellement, très souvent, il y a 7 personnes autour. Mais c'est allé jusqu'à 30. Je ne sais pas quelle pourrait être la définition d'un comédien ou d'une comédienne épanouie, parce qu'on a chacun la nôtre en fait. Est-ce que c'est celui qui parvient à s'octroyer un espace de création en parallèle de ses engagements ? Celui ou celle qui vit décemment de son métier ? Ceux qui développent une carrière en parallèle de leur vie familiale ? En tout cas, Eddie mêle toutes ses réussites, tout en habitant en province. Et il parvient même à consacrer du temps à des projets cinéma qu'on pourrait qualifier de pro bono, enfin bénévoles. Je vois que tu tournes encore beaucoup avec des étudiants pour des premiers films de bac, et ce qui s'ensuit, alors que très franchement aujourd'hui tu n'as pas besoin de ça pour travailler, mais on sent qu'il y a toujours cet amour en fait de l'accompagnement. Déjà et puis de deux, ça, mine de rien, la jeunesse forme une jeunesse, la mienne. Je comprends. Quand on est, ça redynamise, et ça va tellement vite aujourd'hui, les changements de propositions, notamment par rapport à Internet, etc. Faut être un petit peu, c'est ce qui me permet d'être un petit peu à l'affût des nouveautés qui sont sympas. C'est bien. Il y en a d'autres à jeter, mais il y a des choses qui sont des découvertes sympathiques où ça va beaucoup plus vite. Il y a des choses qu'on a pu rêver et ça existe aujourd'hui. Pour ce qui est des projets bénévoles au théâtre, c'est un peu plus compliqué. Eddie m'a cité un exemple très concret alors qu'on parlait d'improvisation. J'aime bien commencer quelque chose sans savoir où est-ce que je vais aller avant. Être en face de personnes qui ne le savent pas. Et ça, je vais en parallèle. Et ça m'apporte pas mal aussi. Est-ce que si tu en avais le loisir, parce qu'on parle aussi souvent de cachet, dans ce métier, malheureusement, c'est la règle, mais est-ce que si tu en avais le loisir, tu te consacrerais encore beaucoup plus à l'impro ? Oui, mais malheureusement, il y a des lois, les lois du travail, etc., qui fait que nous sommes un peu bloqués. Il y a des choses que je peux pas faire. Par exemple, on peut pas faire parce que quand on est en spectacle, on est obligé de dire qu'on joue, donc de se montrer. Mais sauf que quand on joue dans un truc où il n'y a pas de sous, on n'est pas déclaré, on n'a pas le droit quand on est professionnel de faire ça.
Pour bien comprendre, rappelons qu'une compagnie professionnelle et donc détentrice d'une licence de la DRAC n'a pas le droit de faire intervenir un comédien ou tout autre professionnel sans rémunération. Et c'est une bonne chose puisque ça permet d'éviter les abus. Le revers de la médaille, c'est que ça peut freiner la spontanéité dans la mise en œuvre de certains projets scéniques. Et puis au-delà du statut de la compagnie, il y a surtout celui du comédien intermittent. Moi, j'aimerais offrir des choses, même en tant que... Aller faire des choses en bénévole. Bien sûr. Eh ben, on peut pas. On n'a pas Bien le droit sûr. d'être bénévole. Exactement. Alors, on va se dire, mais pour quelle raison? Parce qu'en fait, on va revenir sur l'histoire d'intermittence. C'est l'intermittence entre parallèles. On parle de ce terme-là. Le synonyme de l'intermittence, c'est le chômage. On est au chômage, en fait. Une bonne partie de l'année, on dépend... c'est le chômage du Pôle rémunéré, emploi. en fait. Voilà, on dépend du Pôle emploi. Et comme on est quand on est dans une journée chômée, Oui, on doit normalement pas faire quelque chose En qui est effet. lié à notre profession. en effet. Alors comme je vous le disais, avec Eddy, on a passé des heures à échanger sur notre passion. Bon, les sujets ont fusé un peu dans tous les sens, parce que c'est vrai, comédien, c'est un métier qui est vaste et qui est passionnant. On a tous des anecdotes à se raconter, des astuces à échanger, et parfois, il nous arrive de partager aussi des conseils à ne pas suivre. Je viens d'une formation classique, Oui. Formation classique que conservatoire ou autre, on te parle du trac. Mm. Donc forcément, en tant que globe, tout le monde doit avoir le trac. Oui, bien Sauf sûr, que j'avais pas le bien trac, sûr, moi. Il était induit. Enfin, Mais- il est induit. Mais comme, jeune, découvrant le métier, etc., j'ai dit, il faut que j'aille le trac. Et donc, je me suis activé. J'ai fait des comme tout le monde, pour l'anti-trac, se taper le plexus, faire des trucs comme ça, manger beaucoup de céréales que j'ai arrêté, des trucs, j'ai arrêté de manger des noix, des noisettes et tout ça. Alors Enfin, attends, parle-moi des céréales, des noix, des noisettes, parce que celui-là, je ne le connais pas, ce tuyau-là. C'est Pour quoi? avoir une belle assise, d'énergie, Oui, il faut manger des fruits secs, ce genre de D'accord. choses, tu vois. ok. Oui, parce que c'est Sauf les que moi, ça sucres n'a pas lents, en réussi. fait. Ça n'a Je pas me suis réussi. étouffé en la première réplique. En même temps, attends, J'ai la étouffé. noisette, Il c'est restait- comme la Pourtant, cacahuète, c'est je m'étais dangereux. lavé les dents. Tu vois, j'ai une tendance à me laver les dents juste avant de jouer, c'est toujours ça mon truc. Mais quand même, ça Ok. restait. Voilà. Donc j'ai Donc, dit ce j'arrête ça. conseil-là, on ne le j'arrête ça. garde pas. Ce Et conseil-là, un on ne le jour, je garde me pas. suis dit, mais je peux pas vivre avec un track qui commence le matin pour jouer des représentations clair. tous les soirs, quoi. C'est clair. Et il y en a et j'ai connu et j'ai vu des comédiens qui sont très traqueux. Ah, mais terrible, et, bien sûr. et je sentais que c'était pas mon truc. Comme quoi les conseils qu'on vous donne ne sont pas toujours à suivre au pied de la lettre. Pour ma part, je me souviens d'une anecdote, c'était au Festival d'Avignon. Au bout de quelques jours de représentation, je souffrais d'une extinction de voix. Alors ceux qui ont fait le Festival d'Avignon sauront très bien de quoi je parle, je pense. Il y avait dans le même théâtre que moi un comédien-chanteur assez expérimenté qui m'a conseillé de gober un œuf. Je dois dire que ça a été assez efficace pour la voix. En revanche, j'ai dû me battre avec une nausée terrible pendant toute la représentation. Donc bref, chaque conseil est à mesurer avec précaution. Et puis surtout, je pense que quelles que soient les situations, un comédien doit apprendre à développer sa propre stratégie. D'ailleurs, Eddy a cité un autre exemple qui m'est apparu assez intéressant. Pour les castings, moi, je m'habille le maximum possible par rapport... quand il y a un personnage que je dois interpréter, j'essaie d'y aller avec le costume du personnage. Ça, c'est super intéressant. Alors, ça fait partie... On va poser les questions tout de suite. Moi, je pense à tous les débutants qui nous écoutent, hein, tous ceux qui ont envie de réussir dans le métier, que ce soit cinéma, théâtre. Le casting, c'est un incontournable. Il y a tout un tas de conseils à donner, mais alors là où c'est très intéressant, c'est quand tu me dis, moi, j'y vais dans la tenue. Dans mon inconscient à moi, c'était de me dire, est-ce que c'est pas too much d'arriver et tu prouves le contraire, en fait. Alors, je sais pas si je le prouve, en tout cas, moi, c'est ma vérité. Alors, parce Oui, que mais je ça dis, semble payé. on n'a pas tout ce que je dis, c'est pas la vérité. Bien sûr, mais c'est la Chacun tienne. va chercher Mais c'est sa la tienne. vérité. Ça peut aider des personnes en retour, de se dire, ah tiens, mais je vais peut-être pas faire pareil, mais en tous les cas, voilà. Moi, la mienne, en tout cas, déjà par un casting, c'est quelque chose que on pourrait éviter, si on pouvait éviter. Oui, Voilà. c'est dur, hein. Donc, mais il faut tordre le cou à ça. Oui. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu, et c'est comme ça que j'essaie de le vivre. Le casting doit être un plaisir. Finalement, arriver à faire que ce casting, ça doit être un plaisir Bien sûr, en soi. un jeu à part entière. Et aujourd'hui, alors c'est peut-être aussi par rapport à mon assise, on parlait de cachet. En tout cas, le débouché de ce casting, même si on cherche à être pris, mais ça doit être. Le résultat doit être secondaire. Moi, c'est devenu secondaire.
C'est-à-dire que le casting doit bien se passer pour moi. S'il se passe bien, je suis déjà très content. En fait, ce que nous dit Eddy, c'est qu'un comédien qui veut véritablement s'épanouir doit apprendre à avoir un certain recul. Et c'est aussi le cas lorsqu'il interprète un personnage. Pour être comédien, il faut être son propre metteur en scène. Il faut savoir écouter le metteur en scène, oui. mais il faut savoir être son propre metteur en scène, savoir se situer. C'est pas évident dès le départ, hein. C'est un travail... Tout à fait. Mais parce qu'on peut se retrouver dans une situation où les gens autour de soi ne savent pas où ils sont, ou comment te diriger, ou soit ils sont trop jeunes ou pas. Il y a des gens qui ont un certain âge, qui tournent dans ce métier, mais qui ne savent pas bien faire les choses. Donc pour le coup, il faut avoir quand même une capacité à se mettre en scène soi-même. Comme quoi on peut être un comédien ou une comédienne équilibré, serein et zen. Je ne fais jamais de projection pour l'année suivante. Sur des spectacles, par exemple, qui ont été reconduits. Oui. J'ai eu des spectacles qui se sont reconduits des années. Mais tu préfères à chaque fois, je ne projette pas. Tu vis l'instant présent. Oui, en fait. parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on évite la déception de ne pas être c'est pris. bien. Tu ne te projettes pas nécessairement trop dans l'avenir de façon à complètement t'investir et savourer dans ce que tu fais dans l'instant présent. Là, ouais. Et c'est ça la définition en fait de la sérénité. Ouais, c'est être là maintenant. Et c'est très important parce que dans les raisons pour lesquelles je voulais t'interviewer, je sais que des bons comédiens, je vais évidemment être amenée à en rencontrer plein, en interviewer plein, mais moi j'aime la définition du comédien qui est équilibré et qui est sain dans sa vie. C'est très important. C'est des métiers où on peut péter un plomb très vite en fait. Oui, que ça soit de par le succès à certains moments, que ça soit de par certains personnages qui vont parfois nous emmener dans une véritable folie. Et le fait de se donner complètement au personnage comme tu le fais, enfin moi c'est le résumé que j'ai envie de faire de ce que je connais de toi, c'est cette manière de se donner complètement au personnage quand tu y es et malgré tout d'être extrêmement posé dans ta vie personnelle et de trouver ton propre rythme, c'est super intéressant je trouve. Oui, et pas se perdre avec le personnage. Bien sûr. C'est une intelligence émotionnelle. Tout, de savoir d'être encore là, même dans le costume quoi. Voilà, c'est sur ce mot costume qui va si bien à Eddy Delpino que s'achève notre entretien. J'espère que vous avez appris à mieux le connaître à travers nos échanges. Et qui sait, peut-être que vous avez trouvé également des conseils dans ce que vous avez entendu, même si je vous le répète, le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est d'être vous-même et de trouver votre propre stratégie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le dire en mettant 5 étoiles sur iTunes et vous pouvez même écrire des remarques en commentaire. Moi, ça m'aidera beaucoup à savoir si le format vous convient. Et puis si vous avez l'habitude d'écouter votre podcast sur une autre plateforme que Apple iTunes, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis. Peut-être qu'ils y trouveront de l'inspiration pour vivre leur passion du spectacle ou du divertissement à 100%, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Enfin, si vous souhaitez vous aussi venir parler de votre activité dans un épisode, n'hésitez pas à m'envoyer un email à marnie@jesuiscomédien.com et on en discutera. À bientôt!